J'ai laissé mes frères m'exclure de l'héritage de ma mère. C'était la dernière pièce de mon plan. Ils pensaient m'humilier dans le grand salon du manoir familial. Ils ignoraient qu'ils n'étaient déjà plus que des invités sur ma propriété. Je suis neurochirurgienne. J'ai sacrifié 2 ans de ma carrière pour elle. Je l'ai veillée jusqu'à son dernier souffle. Pendant ce temps, Marc, le financier, et Julien, l'investisseur, envoyaient des fleurs. Leurs appels étaient brefs, leur compassion feinte. Ils me voyaient comme une infirmière, une fonctionnaire du déclin. Le jour des funérailles, la tension était palpable. Marc a sorti un document avant même les condoléances. Le testament final de mère, a-t-il dit, son regard plein de mépris. J'ai senti ma gorge se nouer. Je l'ai ignoré. J'ai affiché un sourire vide. Ma main n'a pas tremblé. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Le notaire a lu. Le domaine, les comptes, tout leur revenait. Pour moi, une clause cruelle. Des remerciements pour mes services loyaux. Julien a ricané. Tu as travaillé pour rien. Marc a été plus direct. Tu as 24 heures pour partir. C'est à cet instant que l'illusion familiale est morte. Mon véritable travail pouvait enfin commencer. Après l'enterrement, le pillage a commencé. Un pillage poli, silencieux, mais systématique. Marc a transformé le manoir en annexe de son bureau londonien. Ses week-ends d'affaires se tenaient dans le salon de mère. Il ne demandait jamais la permission. Il informait par un simple SMS. Ses associés laissaient des cigares écrasés dans les porcelaines de Sèvres. Le vin de la cave de père, que j'avais préservé, disparaissait bouteille par bouteille. Julien, lui, était plus insidieux. Il utilisait le domaine comme une toile de fond pour sa vie factice sur les réseaux sociaux. Il organisait des réceptions sans me prévenir, peuplant mes jardins de ses amis parasites. Je souriais, je nettoyais leurs dégâts. Je répondais à leurs messages par des entendus. Ils prenaient mon silence pour de la soumission. C'était une erreur d'analyse fondamentale. En réalité, je notais tout, absolument tout. Chaque facture d'électricité qu'ils ignoraient, chaque objet d'art emprunté, chaque promesse brisée. Mon silence n'était pas de la faiblesse, c'était une collecte de preuves. Mon appartement de Genève, mon sanctuaire, a aussi été visé. Adrienne, nous avons besoin de ton pied-à-terre pour la semaine de la finance, disait Marc. Il ne s'agissait pas d'une question. Leurs vêtements étaient déjà dans mes placards quand j'arrivais. Je dormais sur le canapé de mon propre domicile. Chaque humiliation était un clou de plus dans leur cercueil financier. Et j'étais celle qui tenait le marteau. Le point de rupture est arrivé un mardi matin. Marc m'a convoqué dans le grand bureau. Pas invité, convoqué. Julien était là, le visage cireux, l'arrogance évaporée. Il avait fait un investissement désastreux, une affaire de crypto-monnaie qui avait mal tourné. Il devait une somme colossale à des gens peu recommandables. L'honneur du nom de Valois était en jeu. Marc a été direct. Sa voix était dure, sans empathie. Tu vas vendre ton appartement de Genève. Il n'y avait aucune place pour la négociation. C'est la seule solution rapide. C'est ton devoir de protéger ton frère. Julien n'a pas dit un mot. Il fixait ses chaussures italiennes hors de prix, le portrait même de la lâcheté. Ils exigeaient que je liquide le symbole de mon indépendance pour réparer leur incompétence. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Mais mon visage est resté neutre. Ma main posée sur mon sac n'a pas tremblé. J'ai analysé leur visage. La panique chez Julien, l'impatience autoritaire chez Marc. Ils ne me voyaient pas comme leur sœur. J'étais une ressource, une police d'assurance. Abonnez-vous, car ce que vous lisez n'est pas une simple histoire de famille. C'est la justification légale, pièce par pièce,
de mes actions futures. Chaque abus documenté est une pièce à conviction. Dites-moi en commentaire si la justice doit parfois être chirurgicale pour extraire une tumeur. Mon diagnostic était posé. L'opération était imminente. Je ne suis pas resté pour assister à leur effondrement. C'était un spectacle pour les âmes faibles. Je suis parti immédiatement. J'ai pris le premier vol pour Genève. Le silence de la cabine était une bénédiction. Dehors, les nuages formaient une mer blanche et propre. Mon appartement m'a accueilli dans son calme absolu. Aucun objet n'était déplacé. L'air y était pur, sans l'odeur de cigares et de panique qui empestait le manoir. J'ai posé mon sac. J'ai préparé un thé noir, sans sucre. Puis, je me suis installé à mon bureau, une large plaque de verre surplombant le lac. Sur sa surface immaculée, un seul objet m'attendait, le dossier. Pendant des mois, ce dossier avait été mon seul confident. Il contenait tout. Les relevés bancaires prouvant leur détournement, les copies des SMS arrogants de Marc, les expertises immobilières que j'avais commandées en secret, chaque facture impayée, chaque promesse non tenue, chaque mensonge était méticuleusement classé, daté, annoté. Ce n'était pas une collection de griefs, c'était un acte d'accusation. Leur dernière demande avait été une erreur de calcul fatale. Vendre mon appartement, liquider le symbole de ma réussite pour sauver Julien, l'incompétent. Ils n'avaient pas seulement franchi une ligne, ils avaient confirmé mon diagnostic. La tumeur familiale était maligne. Ses métastases menaçaient de détruire la seule chose saine qui me restait, mon indépendance. La tolérance à ses limites, même en médecine. Au-delà d'un certain point, la patience n'est plus une vertu, mais une complicité. Ma patience était épuisée. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le bruit du clavier était sec, précis. J'ai rédigé un email à Maître Renaud, mon avocat fiscaliste suisse. 3 phrases, courtes, directes, sans la moindre ambiguïté. J'ai joint en pièce jointe le document final, scanné plus tôt dans la matinée. C'était un mandat irrévocable. J'ai imprimé une copie. J'ai pris mon stylo plume, le même que j'utilisais pour signer des prescriptions complexes. L'encre noire a coulé sur le papier épais. Mon nom, Adrienne de Valois, s'est inscrit en bas de la page. Chaque lettre était ferme, contrôlée. Ma main n'a pas tremblé. Ce n'était pas un acte de colère. C'était une procédure chirurgicale, une ablation. J'ai appuyé sur Envoyer. Le petit son de confirmation a résonné dans le silence. Le point de non-retour était franchi. Le mandat était clair. Geler tous les comptes liés à l'ancienne fiducie familiale. Initier la procédure de recouvrement des dettes qu'ils avaient contractées envers moi. Mettre en vente tous leurs actifs saisis pour couvrir leurs créances. L'opération avait commencé, sans anesthésie. Le lendemain matin, le silence du manoir était intact. Je me suis réveillé avant l'aube. La lumière grise de la Normandie filtrait à travers les rideaux. Pour eux, c'était un mercredi ordinaire. Pour moi, c'était l'heure zéro, le début de la fin. Je suis descendu dans la cuisine. L'odeur du café était la même. Le marbre du plan de travail était toujours aussi froid sous mes doigts. Rien n'avait physiquement changé. Pourtant, tout était différent. J'étais la seule à connaître le secret. Marc est arrivé le premier, son téléphone déjà collé à l'oreille. Il aboyait des ordres à un subalterne à Londres. Il a pris une tasse sans me regarder. Il se servait dans ma cuisine, buvait mon café, sur ma propriété. Son arrogance était une habitude, un réflexe. Il se déplaçait comme un propriétaire. J'ai observé ses gestes. Chaque mouvement était une preuve de sa déconnexion totale avec la réalité. Il était déjà un fantôme. Il ne le savait simplement pas. Mon calme était mon bouclier et mon arme. Julien est descendu plus tard, l'air hagard. Il s'est plaint de son mal de tête. Il a parlé de l'argent qu'il devait. Il a évoqué la vente de mon appartement comme un fait accompli.
Dès que l'argent d'Adrienne arrivera, tout sera réglé. J'ai bu mon thé lentement. Je n'ai pas répondu. Mon silence était une toile blanche sur laquelle ils projetaient leurs illusions. Ils me voyaient comme une ressource acquise, une solution à leurs problèmes. Cette perception était leur plus grande faiblesse. Je n'étais pas la solution, j'étais la conséquence. L'après-midi, ils se sont installés dans le grand bureau, le bureau de père, qui était désormais le mien. Marc a déroulé de grands plans d'architecte sur le bureau en acajou. Il n'a pas demandé la permission. Il a simplement pris possession de l'espace. L'aile haie sera transformée en suite de luxe, a-t-il annoncé. Le parc deviendra un golf privé. Il parlait d'investisseurs, de permis de construire, de millions d'euros. Il construisait son empire sur des fondations qui n'existaient plus. Julien, ragaillardi, pointait des zones sur le plan. Ici, on pourrait faire un héliport, a-t-il suggéré. Son avidité était palpable, presque pathétique. Ils se partageaient un butin qui avait déjà été saisi. Ils planifiaient un avenir qui leur avait été légalement retiré la veille. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Marc a levé les yeux vers moi. « Qu'en penses-tu ? Pas mal pour une vieille bâtisse. » Sa question était rhétorique. Il attendait une approbation, pas un avis. J'ai offert un léger hochement de tête. « Impressionnant », ai-je répondu. Ma voix était neutre, dénuée de toute émotion. Ce seul mot a suffi. Pour lui, c'était la confirmation de ma soumission. Il a souri, satisfait, avant de se replonger dans ses plans. Il ne voyait pas le prédateur qui les observait. Il ne voyait qu'une sœur vaincue. C'était précisément ce que je voulais. Leur arrogance devait atteindre son paroxysme. La chute n'en serait que plus spectaculaire. Je n'avais plus qu'à attendre le premier appel de la banque. Le premier domino n'était pas encore tombé. Mon ordre avait été envoyé, mais le système bancaire a sa propre inertie. Ce délai était le plus dangereux. Un simple coup de fil, une indiscrétion, pouvait tout anéantir. Je devais maintenir la façade. Le soir même, je devais assister au gala annuel de la Fondation pour la recherche médicale. Annuler aurait été un signe de faiblesse. J'ai choisi une robe noire, simple et structurée. Aucune extravagance. Mon visage était un masque de sérénité professionnelle. Dans le grand salon de l'hôtel particulier parisien, le champagne coulait à flots. Les conversations étaient un murmure feutré. J'étais dans mon élément, entouré de confrères qui respectaient mon nom. Soudain, j'ai senti un regard sur moi. C'était Alain de Montgolfier, l'avocat historique de notre père. Un homme rusé, aux questions toujours trop précises. Il s'est approché, un sourire affable aux lèvres. « Adrienne, quelle surprise! Je vous pensais en Normandie, à gérer la transition. » Le mot était choisi avec soin. Il testait le terrain. J'ai gardé mon calme. La transition est terminée, Alain. Les choses sont en ordre. Il a haussé un sourcil. Vraiment, Marc m'a parlé de gros projets, un consortium, des investisseurs étrangers. Cela demande une structure juridique complexe. Je suis surpris qu'il ne m'ait pas consulté. Le piège était là. Une seule hésitation pouvait tout trahir. J'ai bu une gorgée de champagne. Le liquide froid a calmé la chaleur qui montait en moi. Marc a toujours eu le sens du spectacle, ai-je répondu, ma voix égale. Ses plans sont souvent plus grandioses dans les mots que dans les faits. Vous le connaissez. J'ai immédiatement pivoté. D'ailleurs, comment va votre épouse ? J'ai appris pour son diagnostic. La conversation a été déviée. Le danger était passé. Mais j'ai compris que mon jeu d'équilibriste se déroulait sur un fil de plus en plus fin. Le lendemain, le manoir était une poudrière silencieuse.
Je travaillais dans mon bureau, finalisant les derniers détails avec Genève. Mon ordinateur portable était ouvert sur des échanges d'emails cryptés, des tableaux de chiffres, des ordres de virement, des saisies imminentes. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. C'était Julien. Son visage était blême, ses mains tremblaient légèrement. Il avait l'air d'un animal traqué. Il a fixé mon écran. Tu passes ta vie sur cet ordinateur. Qu'est-ce que tu caches? Il a fait un pas vers le bureau. Son intention était claire. Il voulait voir. Mon premier réflexe a été de fermer l'ordinateur. Mais c'eût été un aveu. J'ai laissé l'écran allumé. Ma main n'a pas bougé de la souris. J'ai levé les yeux vers lui, mon regard aussi froid qu'un instrument chirurgical. Je gère ce que tu as été incapable de faire, protéger ton avenir. Ma voix était basse, presque un murmure. Il s'est arrêté net. De quoi tu parles? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai cliqué sur un autre onglet, affichant un simple article sur les risques des marchés de crypto-monnaies. Je lisais sur ton investissement. C'est fascinant de voir à quel point l'avidité peut rendre un homme stupide. Le coup a porté. La suspicion dans ses yeux a été remplacée par la honte et la panique. Il a reculé. Il ne voyait plus un ordinateur suspect. Il ne voyait que le miroir de son propre échec. « Laisse-moi tranquille », a-t-il marmonné avant de quitter la pièce. J'ai refermé l'ordinateur, le cœur battant. Le risque était immense, mais le plaisir de le maîtriser, de le retourner contre eux, était presque aussi satisfaisant que la vengeance elle-même. Ce jeu en valait le prix. Chaque seconde de ce double jeu prouvait ma supériorité. Leur chute n'était plus une possibilité. C'était une certitude que je savourais d'avance. Le coup de grâce est arrivé à 15h02. Marc était au téléphone, sa voix pleine d'une fausse cordialité. Il négociait un acompte avec les investisseurs de son projet hôtelier. Il a ouvert son ordinateur portable pour effectuer le virement de garantie. Il a tapé son mot de passe avec l'assurance d'un homme qui ne doute jamais. Le message s'est affiché en rouge. Accès refusé. Il a froncé les sourcils. Il a retapé le mot de passe, plus lentement. Accès refusé. Une pointe d'irritation a percé son masque professionnel. Un instant, messieurs. Un caprice informatique. Julien, qui lisait un magazine de sport, a levé les yeux. L'odeur de la peur commençait à flotter dans l'air. Marc a essayé le portail de la banque privée. Le message était plus brutal. Compte bloqué. Veuillez contacter votre administrateur. Son visage a perdu ses couleurs. Il a raccroché sans un mot d'excuse à ses interlocuteurs. Le silence dans le bureau est devenu lourd. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il sifflé. Julien s'est levé, le magazine oublié sur le canapé. Je suis restée assise dans mon fauteuil, tournant la page de ma revue médicale. Je n'ai pas levé les yeux. Mon calme était une provocation. Marc a appelé la banque. Sa voix, d'abord autoritaire, est devenue tendue, puis presque suppliante. J'entendais des bribes. Instructions irrévocables. Propriétaire des actifs. Clause de confidentialité. Il a fini par hurler dans le téléphone avant de le jeter sur le bureau. Il a heurté une pile de dossiers qui se sont étalés sur le sol. Il respirait fort, comme un animal piégé. Ses yeux se sont posés sur moi. La suspicion était là, froide et venimeuse. « Qu'as-tu fait ?» Le vernis de la civilisation s'est craquelé. Julien a fait le lien le premier. Son visage s'est décomposé. « Genève, ton appartement. Tu n'as jamais eu l'intention de vendre. » Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. « C'est toi, tu as tout manigancé depuis le début. » Marc s'est approché lentement de mon fauteuil. Il ne criait plus. Sa voix était un murmure dangereux. « Explique-toi, Adrienne, tout de suite. » Il s'est penché sur moi, son ombre me recouvrant. L'air était électrique.
J'ai senti leur haine, pure et concentrée. Ils n'étaient plus mes frères, ils étaient des adversaires acculés. J'ai fermé ma revue. Je l'ai posée délicatement sur la petite table à côté de moi. J'ai enfin levé les yeux pour les affronter. Mon regard était vide de toute émotion. Il n'y a rien à expliquer. Il y a seulement à constater. Constater quoi? A grondé Marc. Que tu nous as poignardés dans le dos? Non, ai-je répondu, ma voix parfaitement égale. Constatez que la réalité a rattrapé vos illusions. Ce domaine n'est pas à vous. Les comptes ne sont pas les vôtres. Votre partie est terminée. Julien a poussé un cri de rage. Il a renversé une chaise. Tu mens! C'est à cet instant précis qu'un bruit a traversé le silence de la maison. Le crissement des pneus d'une voiture sur le gravier de l'allée. Une portière a claqué. Des pas lourds et déterminés ont résonné sur le perron. Puis 3 coups, nets et autoritaires, ont été frappés à la grande porte d'entrée. Marc et Julien se sont tus, figés. Leur rage s'est transformée en une peur panique. Ils ont regardé la porte, puis moi. Un sourire imperceptible a effleuré mes lèvres. « Je crois que maître Renaud est ponctuel, » ai-je dit. « Il vient, avec l'huissier, vous remettre en main propre votre avis d'expulsion. » Le bruit a commencé derrière la porte du bureau. La voix calme et officielle de maître Renaud, celle impersonnelle de l'huissier. Puis les cris de Marc, des menaces juridiques absurdes, des insultes qui n'ont plus aucun poids. Je n'ai pas bougé de mon fauteuil. Je fixe le parc à travers la fenêtre. Les chaînes sont imperturbables. Ils ont tout vu. J'entends maintenant les sanglots de Julien. Des supplications pathétiques adressées à des hommes de loi. Il parle de famille, d'honneur, des concepts qu'il a lui-même vidés de leur sens. Le son de leur monde qui s'effondre est étrangement méthodique. C'est une démolition contrôlée, précise. Chaque cri est une confirmation. Chaque appel manqué est un intérêt sur ma facture. Mon téléphone vibre sur la table. C'est Marc, puis Julien. Leurs noms s'affichent en boucle. Leurs avatars paniqués me fixent. Ils tentent de joindre leur sœur. Ils ne comprennent pas qu'elle n'existe plus. J'ai pratiqué une ablation. La tumeur a été retirée. Les métastases hurlent dans le couloir. C'est le bruit normal d'une procédure réussie. Ils m'appellent sans cesse, mais le compte bancaire est plein. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de signer ce papier?